Récemment, j'ai vu quelqu'un regarder une série Netflix en accéléré, en vitesse 1.5. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu « pour gagner du temps ». Alors je me suis demandé « mais qu'a-t-il fait des 10 minutes gagnées ? Les a-t-il passés à scroller sur Instagram ?» On vit dans une époque qui accélère tout, nos séries, nos lectures, nos journées, nos pensées. Même notre plaisir doit être optimisé. Et pourtant, plus on va vite, plus on a l'impression de manquer de temps. Comme si l'accélération elle-même nous volait quelque chose de l'essentiel. Alors aujourd'hui, j'ai envie de poser une question simple, mais vertigineuse. Que reste-t-il d'humain dans une époque qui ne nous laisse plus le temps de l'être ? On va parler d'Einstein et du temps élastique, de To-Do List et d'Harlan Coben. Nous évoquerons Gérald Bronner et son apocalypse cognitive, l'attention qui s'effrite, nos enfants happés par le numérique, et bien sûr, la littérature qui résiste, même si, parfois, elle vacille elle aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir sur Blanc. Alors pour démarrer, je vais vous proposer une petite exploration de notre quotidien. Parce que la vérité, c'est qu'on est tous devenus des athlètes du temps, des sortes de sprinteurs de notre quotidien. Et ça commence souvent par quelque chose d'apparence anodine, la fameuse to-do list. Vous aussi, vous la connaissez cette spirale. On commence par une petite liste sur un post-it, et 6 mois plus tard, on a sur son téléphone l'appli Todoist, Notion, une autre de Bullet Journal, version artisanale mais tout aussi implacable. Et puis David Allen, l'auteur de Getting Things Down, tout un programme, est devenu notre gourou à nous. Mais au fond, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Avec toutes ces tâches rassemblées, bien organisées, dans leurs catégories, leurs tags, leurs priorités ? Eh bien, on ne vit plus. On gère un backlog. C'est comme si nous étions devenus des directeurs de projet de nos propres existences. La logique du gain de temps, elle infiltre tout. On prend des douches de 3 minutes chrono. On passe 20 minutes sur Instagram juste après. On répond aux mails dans la minute, même quand rien n'est urgent. On multitâche en permanence. Écouter un podcast en cuisinant, répondre à un message audio en surveillant la cuisson des pâtes, c'est devenu d'une banalité confondante. C'en est presque comique quand on y pense. Personnellement, cela me rappelle Charlot dans les temps modernes. En somme, on rêve tous d'avoir une vie, mais on passe nos journées à gérer des tâches. Comme si la vie, justement, ce n'était plus qu'un ensemble de micro-missions à accomplir pour enfin accéder... À quoi exactement ? À l'après ? Au moment magique où tout serait enfin fait ? Mais ce moment, il n'arrive jamais, évidemment. Et c'est bien le piège de la suroptimisation. Après avoir parlé de nos petits rituels modernes de gestion de notre vitesse d'exécution, j'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de distance. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, cette impression que tout va trop vite, que les heures se compressent et que la semaine nous glisse entre les doigts, c'est pas seulement une affaire d'organisation. C'est même surtout une affaire de perception. Et ça peut sembler paradoxal, mais ce sont les scientifiques et les philosophes qui en parlent le mieux. On cite souvent une phrase attribuée à Einstein. Une minute posée la main sur une plaque brûlante paraît durer 1 heure, mais 1 heure avec une jolie femme vous paraît durer 1 minute. Alors, je le précise d'entrée de jeu, Einstein n'a probablement jamais dit ça. C'est une formule apocryphe, introuvable dans ses textes ou ses conférences. Mais elle résume de manière particulièrement imagée la théorie de la relativité. Et puis si elle circule autant, c'est parce qu'elle exprime une évidence profonde. Le temps, ce n'est pas une mesure, c'est une expérience. Ni vous ni moi n'avons vécu 1 minute dans l'absolu. Nous vivons des minutes ressenties, comme la température du même nom face à celle mesurée par les stations météo. Et leur intensité, leur durée, perçue j'entends, eh bien elle varie tellement de l'une à l'autre. Ce qu'Einstein est parvenu à mettre en équation, c'est aussi ce qu'un philosophe et penseur contemporain a expliqué avant lui au début du XXe siècle. Cet homme, il s'appelle Henri Bergson. Alors Bergson, en un mot, c'est du lourd. Je vous brosse le tableau en quelques mots. Il est né à la fin du 19e et dès ses 18 ans, le jeune homme remporte le premier prix du concours général de mathématiques. Vous voyez, on est bien déjà. Ensuite, il hésite.
Mais il finit par choisir ce qu'on appelle à l'époque les humanités, c'est-à-dire les lettres, au lieu de se plonger dans les sciences dures. Du coup, il intègre Normal Sup, il y croise notamment Jean Jaurès, pour la petite anecdote, et il en sort agrégé de philo. Sacré démarrage s'il en est. La suite est à l'avenant, il devient prof, il publie régulièrement jusqu'à la consécration, une entrée à l'Académie française et un Nobel de littérature. Je vous l'avais dit, on parle d'une référence. Et Bergson, c'est le grand philosophe du temps, qui a compris que nous avons deux types de temporalité. Le temps des horloges, qui est mesurable, extérieur, et le temps intérieur, celui de la conscience, qui est mouvant, qui est élastique et qui est éminemment subjectif. Dans ses divers écrits autour du temps, il explique que notre temps véritable n'est pas découpé en unités. Il s'écoule comme un fleuve, sans rupture, sans segmentation. Il s'oppose même à la physique pour défendre l'idée que le temps vécu n'est pas réductible à une cadence mécanique. Et si ce que dit Bergson nous parle aujourd'hui, c'est parce que plus notre époque accélère, plus nous réalisons que notre temps intérieur se dégrade. Et ça fait le lien avec la question suivante que je voudrais vous poser. Qu'est-ce qui dévore notre temps ? Si la sensation du temps s'effondre, ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence directe d'un phénomène décrit par de nombreux observateurs et formalisé notamment dans un ouvrage de Gerald Bronner qui porte un nom plutôt évocateur, Apocalypse cognitive. Ce livre est sorti en 2021, je l'avais lu à l'époque, mais il vient de ressortir en poche l'été dernier. Bronner part d'un constat simple. Jamais l'humanité n'a eu autant de temps libre, et dans le même temps, jamais elle n'a eu autant l'impression d'en manquer. Alors pourquoi ? Parce qu'un nouveau marché est né, un marché féroce. C'est celui de l'attention. Et qui sont les acteurs de ce nouveau marché, à votre avis ? Bien, je pense que vous l'avez deviné. On a cru que la technologie allait simplifier nos vies, qu'elle allait automatiser, accélérer, optimiser. Et en réalité, elle a surtout fait autre chose. Elle a décuplé les sollicitations de notre quotidien. Les notifications sur notre smartphone sont permanentes. Les messages nous inondent. Les algorithmes sont conçus pour interrompre notre flux de pensée. Les vidéos infinies veulent capturer notre conscience. Enfin, bref, vous voyez le topo. En réalité, ce n'est pas que nous n'avons plus de temps. C'est qu'on nous prend notre capacité à l'habiter. C'est un piratage attentionnel. Notre cerveau est devenu, pour les grandes plateformes du numérique, un territoire à conquérir. Notre attention, elle se retrouve fractionnée en micro-unités. 3 secondes sur Instagram, 8 sur TikTok, 15 pour les vidéos YouTube Shorts. Chaque plateforme essaye de tailler notre conscience en petits morceaux et se livre à une compétition féroce pour capter notre regard 1 milliseconde de plus que les autres. Le résultat ? Eh bien, le temps long disparaît. L'attention soutenue devient un muscle atrophié. Et le problème touche déjà les enfants de plein fouet. Des études montrent que leur capacité à se concentrer plus de 10 minutes s'effondre. Leurs cerveaux grandissent dans cette hyper-fragmentation. Un enfant de 10 ans en 2025 n'a pas le même système attentionnel qu'un enfant de 10 ans en 1995. Nous n'avons pas juste changé d'habitude, nous avons littéralement de nouveaux cerveaux. Alors, le gain de temps, est-ce une illusion ? Quand quelqu'un regarde un épisode Netflix en vitesse 1.5, il gagne quoi ? 5-6 minutes ? Pourquoi faire ? Bien la plupart du temps pour scroller encore plus vite, encore plus loin. Le gain de temps dont on rêve, on le réinvestit immédiatement dans ce qui nous envole. Autrement dit, on court après un temps qu'on n'utilise plus vraiment. C'est le paradoxe absolu de notre époque. On essaie d'accélérer la vie, alors que ce que nous manquons, ce n'est pas de vitesse, mais de profondeur. La vitesse donne l'illusion du contrôle. La profondeur, elle donne le sens. Et dans ce combat, avouons-le, la vitesse gagne souvent. Notre époque ne détruit pas seulement notre attention, j'ai l'impression qu'elle détruit la sensation même du temps, et donc la sensation d'exister. Quand l'attention se dissout, c'est le temps qui se dissout. Quand le temps se dissout, c'est la vie qui devient floue.
Alors heureusement, il y a un refuge. Un lieu où l'accélération ne gagne pas, où le temps retrouve sa densité. Si vous êtes un auditeur fidèle de Noir sur Blanc, je ne vais pas vous étonner en vous dévoilant que cet antidote magique n'est autre que la littérature. Eh bien oui, on peut tout accélérer, les séries, les podcasts, les vidéos, mais un roman, non. Un roman vous impose son rythme. Il n'y a pas de bouton fois 1,5. Il n'y a pas d'algorithme qui va couper les temps faibles, pas même de pub entre deux chapitres. Le roman, il vous susurre simplement, si tu veux entrer ici, il faudra entrer vraiment. Et ça change tout. Lire, c'est un acte de résistance douce. C'est dire à son cerveau, je vais rester ici et maintenant. Une page, une phrase, un mot après l'autre. Dans un monde où l'attention est fragmentée, où tout nous incite à la dispersion, la littérature est un espace qui exige l'inverse. Continuité, concentration et profondeur. C'est presque un entraînement. Si vous lisez pendant 30 minutes, vous restaurez la structure même de votre attention. Vous retissez ce que le numérique défait. La lecture, pour moi, c'est une rééducation de l'esprit à un sport cérébral pour faire de nous des êtres conscients. Alors maintenant, je veux être totalement honnête avec vous. Même la littérature n'a pas échappé à l'accélération du monde. Pendant des siècles, un romancier, il pouvait prendre son temps. Il n'était pas rare de lire 50 pages d'exposition avant le moindre rebondissement. Je vais vous citer quelques exemples. À la recherche du temps perdu, le chef-d'œuvre proustien, eh bien, il y a 15 pages avant qu'il ne se passe quoi que ce soit, et encore, je suis gentil. Dans Moby Dick d'Herman Melville, il démarre avec son fameux Call Me Ismaël, qui est un chapitre entier qui explore la psychologie du personnage avant qu'il ne prenne son sac et se mette en route pour le Cap Horn et le Pacifique. Je pourrais vous citer encore Le Rouge et le Noir et ses descriptions minutieuses de Verrières et de son maire. Bref, ces romans prennent leur temps. Ils installent, ils creusent, ils préparent la suite. Aujourd'hui, c'est presque devenu impossible. Les auteurs contemporains ouvrent souvent in media res, comme on dit, au milieu de l'action. Chez Franck Tillier, on croise souvent un corps en première page. Chez Don Winslow, c'est une poursuite, une exécution, un deal qui tourne mal. Chez Harlan Coben, c'est un secret de famille qui explose dès le premier chapitre. Alors pourquoi ce changement ? Simplement parce que les auteurs, moi y compris, sentent que le lecteur moderne ne tolère plus l'attente. Ils savent qu'au moindre flottement, la tentation du téléphone est là, à portée de main. La littérature, elle s'est adaptée à un lecteur qui n'a plus l'habitude de la durée. Et je dois bien vous avouer que dans mes romans, j'ai suivi le mouvement. Mais heureusement, et à l'inverse, il existe encore une littérature contemporaine qui prend son temps. Il y a des auteurs qui ont décidé délibérément de ralentir, d'imposer une respiration plus large, de jouer finalement contre leur époque. Je vous en citerai deux. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est Haruki Murakami. C'est un auteur japonais de grand talent avec des ouvertures contemplatives et une attention aux petits gestes du quotidien. C'est l'art de la lenteur. Il y a aussi, dans un autre genre, Cormac McCarthy. Lui, dans un monde qui accélère pour mettre l'ego et l'individu au centre de tout, avec force selfie, avis et vlog. McCarthy, lui, utilise la description pour nous rappeler que nous ne sommes rien face à l'immensité du monde. Sa lenteur, c'est une véritable leçon d'humilité. Les romans que je viens de vous citer, ou plutôt les auteurs que je viens de vous citer, ils ne captent pas l'attention, ils la reconstruisent. Ils nous disent « Tu vas trop vite, moi, je m'y refuse ». La littérature, elle ne nous donne pas seulement une histoire, elle nous rend quelque chose que nous perdons chaque jour un peu plus. La capacité à habiter notre propre conscience. Lire, c'est une bonne manière de se réapproprier le temps, d'entrer dans la profondeur, de rester avec soi-même un peu plus longtemps que 10 secondes. C'est refuser la dispersion. Ce n'est pas juste une activité culturelle. La lecture, c'est une activité existentielle. Elle nous réconcilie avec notre propre rythme interne, le rythme qui nous est naturel.
Elle recrée ce temps vécu dont Bergson parlait, un temps subjectif, dense, plein. Dans Notre monde qui accélère tout, le roman est l'un des derniers lieux où l'on peut encore ralentir sans culpabiliser. Alors finalement, que reste-t-il d'humain dans notre époque qui accélère ? Eh bien, on passe nos journées à gagner du temps, à optimiser, à compresser, à automatiser. On accélère les séries que nous regardons, on optimise nos tâches, on réduit nos pauses. On accélère nos propres vies en réalité. Mais à force d'aller plus vite, on finit par ne plus savoir où on va. Si le temps nous échappe, ce n'est pas parce qu'il manque, c'est parce que nous ne sommes plus capables de l'habiter. Nous confondons vitesse et existence, efficacité et profondeur, flux constant et vie intérieure. Et pourtant, il suffit d'un livre, d'une page, d'une phrase parfois, pour que le temps reprenne sa vraie nature, non plus un chronomètre, mais un espace où l'on respire, où l'on pense, où l'on ressent, un espace à habiter. La littérature, elle nous rappelle quelque chose que nous oublions trop souvent. Notre humanité ne se mesure pas en tâches accomplies, mais en moments vécus, en présence. Alors, que reste-t-il d'humain dans une époque qui accélère tout ? Eh bien, tout ce que nous refusons de précipiter, tout ce que nous choisissons de vivre pleinement, tout ce que nous prenons le temps d'aimer, de penser, de lire, de comprendre. Parce qu'au fond, la vraie liberté ne consiste pas à gagner du temps, elle consiste à décider ce que l'on en fait. Vous avez écouté Noir sur Blanc. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, car ça m'aide beaucoup, et à le partager. Et surtout, prenez le temps, il n'attend que vous.